Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver ce soir, comme d'habitude, dans 60 minutes pour comprendre sur Médien TV. La méthode de calcul, cet indice de consommation, de confiance des ménages, qui est élaboré par le Haut Commissaire au Plan depuis quelques années, depuis 2008, sur une base trimestrielle. Et l'indice de confiance des ménages, il fait le parallélisme entre celui qui est calculé par l'INSEE en France. Oui. Alors, un petit exemple, avant de rentrer dans les indicateurs retenus, qui sont en nombre de 7, et en France on a retenu 11, je donne un petit exemple. Par exemple, on pose la question à un ménage en lui disant est-ce que l'emploi va s'améliorer? Est-ce que le nombre de chômeurs va augmenter les prochains mois à venir? Alors ça, on est dans la perception. On avait fait une émission sur les chiffres du chômage il y a quelques jours, et on a vu, c'est le même principe. Hein, on est en train de poser des questions à des ménages sur un déclaratif sur ce qu'ils pensent sur l'évolution future. Alors, supposons qu'on a sur les 3000 retenus dans l'enquête, on a 1000 qui vont dire que le nombre de chômeurs va baisser. Et on a 2000 par contre qui vont dire que le nombre de chômeurs va augmenter. C'est-à-dire que les pessimistes sont de 2000 et les optimistes sont de 1000. Donc on calcule un solde. La différence de 1000 moins 2000, ça nous donne moins 1000. C'est-à-dire on a 1000 en solde, on a 1000 pessimistes. D'accord. Et on va diviser par 3000, ça nous donne moins 33,3% comme solde. Donc on fait un delta entre le pessimisme et l'optimisme. Exactement. C'est l'objet de cette étude-là. Et on va comparer. Si je suis en semestre 1 de l'année 2015, je compare avec le semestre 1 de l'année 2014, sur une base annuelle. Aujourd'hui, je suis sur le semestre 3 de l'année 2015, je compare avec le semestre 3 de l'année 2014. Sur une base annuelle, je vais comparer. Supposons qu'aujourd'hui, semestre 3, j'ai trouvé moins 33,3%, et l'année dernière, on a plus de pessimistes, moins 40%. Donc aujourd'hui, j'ai plus de pessimistes. Donc j'étais à 40% et aujourd'hui je suis à moins 40%, je suis aujourd'hui à moins 33%, c'est-à-dire que j'ai moins de pessimistes. Donc j'ai gagné effectivement 6 en optimisme. Voilà, j'ai gagné en optimisme. C'est important, que vous fassiez ce point parce que finalement ça nous permet de comprendre comment ces indices sont calculés. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont calculés. Maintenant retenons aux indicateurs retenus. On a 7 indicateurs, donc l'enquête elle porte sur 3000 ménages. Toutes classes confondues, on ne fait pas la différence. On les enquête, on leur pose des questions sur 7 questions. La première question sur le niveau de vie passé, et comment ils voient, la deuxième question sur comment ils voient leur niveau de vie dans le futur. Mais alors justement, comment on évalue un niveau de vie? C'est bien qu'on va passer à travers ces 7 indicateurs, mais un niveau de vie, aujourd'hui, est-ce que c'est un niveau de vie qui est évalué, formulé par le HCP? Vous avez donné l'organisme miroir qu'on a en France qui est l'INSEE. Il y a un ensemble d'enquêtes qualitatives et quantitatives qui sont menées tout le long de l'année. Aujourd'hui, le niveau de vie, comment on le calcule? Effectivement, c'est une question pertinente. Alors le niveau de vie ici dans l'enquête, c'est un sentiment qu'on ressent. Ah d'accord. Alors il dépend de plusieurs paramètres qui peuvent être la consommation elle-même, le revenu, l'épargne qui constitue. Et peut-être même parfois le niveau de vie, on peut le mesurer par est-ce que la personne aime ce qu'il fait, aime son travail, est-ce qu'elle a des relations sociétales intéressantes, est-ce qu'il y a beaucoup de questions ici dans le niveau de vie. C'est-à-dire on définit un niveau de vie, définit un niveau de vie, ça reste très subjectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur des données sociodémographiques, de revenus, c'est un tout qui permet de mesurer le niveau de vie. Ce qui ressort de ce que dit notre ami professeur Karim, c'est un peu le côté pas très fiable des sondages, parce que nous savons très bien, surtout dans certains milieux, que toute investigation de récolte d'informations sur l'état entre guillemets financier des foyers peut être biaisé en termes de réponses parce qu'il y aurait des interprétations. Sur le déclaratif, sur la méthodologie statistique, on est tous d'accord qu'aujourd'hui c'est représentatif, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est au niveau déclaratif. Si ça fonctionne comme ça, par sondage, on va souvent dire oui, ça va pas, etc. Par contre, on va voir à côté le comportemental qui est celui de certaines situations de surconsommation, même de consommation qu'on peut voir dans certaines périodes comme l'Eid Kbir ou autres, qui vont être des consommations abusives, même des consommations sur du crédit, c'est-à-dire aller consommer au-delà de la capacité du foyer lui-même. Et cela est antagoniste par rapport à la situation globale. Et c'est ce qui est un petit peu particulier au niveau de certains foyers. Alors au niveau du rural, qui dépend beaucoup souvent de la pluie, de la saisonnalité,
et où normalement avoir une petite réserve pécuniaire serait la bienvenue, on va avoir un peu le même comportement et une forme de fatalisme de se dire on n'a rien mais on attend que ça s'arrange et voilà. Donc la perception des vieux jours est souvent absente. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Oui. On va parler d'assurance. Parler d'assurance. Le fait qu'il y ait, et c'est pas anodin, le fait qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de produits d'assurance qui va vous apporter une sécurité en cas de maladie par rapport aux assurances maladie, une sécurité par rapport à une perte de richesse, à une détérioration de biens. Ces produits n'étaient pas aussi fréquents il y a un certain nombre d'années et les gens, quand ils épargnaient, quand ils mettaient de l'argent de côté, c'était toujours en prévision des vieux jours, mais aussi en prévision des mauvais jours. C'est-à-dire les aléas, avoir un souci quelconque et se dire j'ai quand même réfléchi à avoir tant et tant d'argent de côté pour pouvoir rebondir. Aujourd'hui, le fait de pouvoir payer des primes d'assurance qui vont réagir pour vous et vous transférer les risques sur tel ou tel produit et pouvoir avoir ces garanties-là, c'est une sécurité qui permet aux gens de se dire si moi je paye mes primes d'assurance, je place un petit peu d'épargne, je vais continuer dans la vie avec une certaine sérénité parce que je me mets, ou je me mettrai, je mets au conditionnel, à l'abri d'un certain nombre d'aléas et d'une certaine forme de dégradation de la vie. Alors, on va revenir à l'assurance, et encore une fois, parce que la culture est importante, hein, c'est vrai, la notion de prévoyance. Il y a une espèce de transfert de perception, c'est ça. Mais on peut être endetté si on emprunte à son voisin, à sa famille, etc. Alors dans l'endettement, par exemple, si je prends le chiffre qui a été publié par la Banque Al-Maghreb dans son rapport 2014, on a 282 milliards de dirhams d'endettement des ménages. Sur le rapport de PIB de 2014, soit 863 milliards de dirhams, on trouvera un peu plus que ça. Mais comme vous avez dit exactement, on a un taux d'endettement faible par rapport à ces pays-là. Mais de l'autre côté, on a un taux d'endettement élevé par rapport à la Turquie, par rapport à la Jordanie et des pays. Donc, globalement, on peut estimer que le taux d'endettement des ménages et les moyens par rapport à des pays développés, il est au milieu. On est au milieu. Bon. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que vous regardez les chiffres là, vous regardez rien, hein, vous avez tout dans la tête. Moi, je suis obligé de regarder mes fiches pour sortir. Si vieux que ça, je veux dire la démocratisation de l'assurance vie, de l'assurance épargne retraite, qui a encore de beaux jours devant elle. Oui, alors les produits privés, on va dire entre guillemets, qui ont vu le jour commercialisés par les compagnies d'assurance, ont eu un très bon succès parce que ce sont des produits qui ont permis d'abord, avant la loi 2015, et j'expliquerai ce qui a changé, fiscalement, qui avait permis de pouvoir épargner pratiquement la totalité de son salaire et aussi même de certains revenus exceptionnels. Donc ces produits-là, qui d'abord étaient limités par le fait de devoir rester en situation d'épargne et de capitalisation 8 ans et aussi un minimum d'âge de 50 ans avant de pouvoir liquider, permettait donc d'épargner, de cotiser 100% de son salaire et l'entièreté, comme je viens de dire, de son salaire. Alors ça permettait des avantages à l'entrée quand vous démarriez la cotisation, c'était la déductibilité de la prime. Sur l'IR, voilà, et puis aussi des abattements à la sortie. Donc à la sortie, on avait des abattements quand on récupérait le capital, qui pouvait aller jusqu'à 55%, et à 40%, 55% quand on prenait la rente viagère, et 40% quand on récupérait le capital, au terme des 8 ans, bien sûr. Et ce qui a changé, au fait, avec dans la loi de finances qui a pris cours cette année, il y a des choses qui ont changé. Voilà. Alors, bon, on va les expliquer rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, fiscalement, il y avait une petite niche qui était exploitée par un certain nombre de gens pour déduire quasiment, qui ne payaient pas d'IR parce qu'ils mettaient tout leur salaire, mais ça concernait une petite frange, vraiment un tout petit microcosme. Ça a changé les choses en termes de mobilisation de l'épargne sur ces contrats-là cette année. Quand il y a eu ce changement de loi en 2015, beaucoup de compagnies d'assurance, beaucoup de banques étaient un peu inquiètes par rapport au fait
que l'élément incitateur numéro 1, qui était la déductibilité de hier, ne soit plus là, ou ne soit plus comme il l'a été, soit un frein. Ça n'a pas tellement été le cas parce que ce qui a été proposé est encore raisonnable. Ce qui a été proposé après 2015 dans cette loi, c'est le fait de plafonner à 50% la capacité d'épargner, 50% de son salaire. 50% de ses revenus. De ses revenus. Non, 50% de son salaire et 10% de ses revenus si on n'est pas salarié. 50% de son salaire et 10% maximum des revenus exceptionnels. Il faut savoir qu'il y avait des gens qui avaient des primes annuelles, qui avaient des revenus exceptionnels et avant 2015, tout était déductible. Alors, ça n'a pas tellement changé parce que ça a permis quand même de garder cette attractivité pour ces produits-là. Les années 2000, est-ce qu'aujourd'hui, l'immobilier, la pierre, est toujours une valeur sûre en termes d'épargne? Effectivement, d'après les chiffres qui sont donnés, les ménages marocains, ils ont tendance à préférer d'investir dans l'immobilier, l'achat des biens durables. Et comme en témoigne, la part de l'endettement, elle est constituée à 64% de l'achat des logements. Là, effectivement, c'est lié à la culture de ne pas pouvoir épargner. On constitue une sorte d'épargne forcée à travers la transformation des liquidités ou de revenus vers le logement. De valeurs comme l'immobilier vers l'épargne classique. Je crois que la rationalité économique, parce que de toutes les façons, un ménage, il est rationnel. Il est rationnel dans le sens où... Il est rationnel jusqu'à un certain point. Parce que à un certain point, il y a une certaine rationalité. Il arbitre entre les choix. Alors il se dit au début, puisqu'il est incapable d'épargner, puisqu'il a les tentations de dépenser, les recettes causent les dépenses, l'argent lorsqu'il est là, il donne de l'appétit à des dépenses automatiquement. Donc il a besoin d'assurer au moins, dans une première étape, par exemple, un logement pour ses enfants, parce qu'il sait très bien que, de toutes les façons, pour l'alimentation et pour la nourriture et pour les loisirs, il peut faire avec. Mais pour le logement qui est trop cher, il doit avoir une maison pour lui et pour ses enfants, peut-être dans le futur. Là. Alors, je crois que la décision de transformer le revenu ou l'épargne vers autre utilisation viendra après avoir assuré un minimum d'investissement. Exactement. La question commence à se poser avec l'âge. Le moment où le jeune veut construire un foyer, il veut se marier, là il a besoin d'avoir un logement. Effectivement, je crois que je propose un des éléments qui sont sujets à réflexion de la part du gouvernement, qui peut peut-être penser à ne pas faire subir un jeune de la charge de loyer. Donc on peut par exemple produire des logements pour les jeunes, on peut leur gérer ces loyers, c'est-à-dire on peut les louer et leur gérer ces loyers jusqu'à une date où il atteindra 35 ans, peut-être là, il pourra récupérer. La campagne, c'est une campagne des Nations Unies, c'est une campagne mondiale lancée depuis plusieurs années et qui, depuis maintenant, comme vous l'avez dit, 91, est une mobilisation annuelle et qui a maintenant, depuis 2008, par le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, décidé de l'intituler « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». Ceci, pourquoi? Parce que la violence est véritablement une pandémie. Elle se passe dans la maison, dans la rue, au travail. Les femmes sont victimes de leurs conjoints, elles sont victimes dans l'espace de travail. Et il s'agit aujourd'hui de mobiliser la communauté internationale, d'engager les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les médias, les jeunes, les associations, pour que tous s'unissent et renforcent donc leur engagement pour que des actions
actions soient menées pour accélérer la protection des femmes et l'éradication de toutes ces formes de violence. Donc la campagne est un moment important. Nous avons décidé au sein du système des Nations Unies, après, disons, ce constat que nous vivons sur les phénomènes de violence que les femmes subissent, que tous les 25 de chaque mois, on devait se mobiliser davantage pour faire connaître le phénomène et agir pour réduire les violences. Et cette campagne s'accélère, s'intensifie, on va dire, entre le 25 novembre, qui est demain, journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, et le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits humains. L'année 2015, le thème cette année-ci pour ces 16 jours de mobilisation et de sensibilisation est un thème de prévention. C'est un chantier de longue haleine, parce que la violence, on l'appelle... En fait, il faut aussi définir ce que c'est, parce que deux femmes qui se disputent ou qui sont violentes les unes contre les autres, on ne peut pas appeler ça une violence fondée sur le genre. La violence fondée sur le genre, elle structure les relations sociales entre les hommes et les femmes. Et elle participe, si vous voulez, de cette image, de cette idée de la subordination des femmes, qui fait qu'on l'appelle la violence fondée sur le genre. Et à ce titre, elle structure les relations sociales de genre au Maroc. C'est donc un aspect important des relations sociales au Maroc. C'est pour ça que c'est une problématique qui est très compliquée, structurante, très compliquée, et c'est un chantier, la lutte contre les violences est un chantier de longue haleine. Donc c'est une question de culture aussi. Je pense qu'il y a une culture, et chaque pays donc a sa propre culture, qui va faire que cette violence est, comme vous disiez, tolérée. Je ne dirais pas que c'est toléré, mais elle est imposée. Parce que si vous prenez le schéma de la violence en fonction du genre, vous allez trouver les auteurs de la violence, des gens qui vont avoir le sentiment que c'est le comportement de la femme, surtout dans les violences conjugales, qui a poussé l'homme à être violent. Il y a un deuxième schéma qui est très important, c'est un schéma hétérosexuel dominant. C'est-à-dire, il y a le sujet fort, donc c'est une question de rapport de force. Donc le sujet fort actif sur un objet, entre guillemets, sur l'objet passif, qui est donc la femme. En plus, on ne doit pas prendre les cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut voir peut-être de manière générale, pour ne pas dire que le Maroc, par exemple, a une particularité par rapport aux autres pays. Je pense que le problème de la violence est un problème universel. Sauf que il y a des différences selon les cultures ou selon la nature de la violence qui est exercée. Il y a des violences physiques directes, il y a des violences qui sont exercées, qu'on peut classer dans les violences psychologiques ou peut-être sournoises, si on peut dire, et qui ne se montrent pas. Donc selon les cultures, si vous prenez par exemple le Maroc, la violence exercée en milieu urbain est différente de celle qu'on rencontre dans le milieu rural, à la montagne. Vous parlez dans sa nature ou dans la perception que les gens vont avoir? Moi je dirais les deux. En fait, dans la coalition Printemps de la Dignité, on a travaillé autour de la question du code pénal et on a émis un certain nombre de remarques. La première remarque, c'est que le code pénal ne définit pas la violence de genre. Une deuxième remarque, c'est que même par rapport à... On ne définit pas la violence de genre, c'est-à-dire que c'est une violence, comme vous l'avez dit, une violence entre femmes, violence homme à femme ou femme, d'accord. C'est tout mélangé. Une deuxième remarque, c'est que même par rapport à la manière dont il est structuré, il n'y a pas de paragraphe ou de partie précise qui essaie d'englober l'ensemble des violences de genre. Du coup, on va retrouver des formes de violence, telles que le viol par exemple, dans tout ce qui est atteinte aux mœurs. Donc c'est pas l'intégrité physique de la femme qui est prise en considération. On va pas trouver dans le code pénal des éléments de cadrage philosophique qui font que c'est la question des droits humains, de la dignité de la personne humaine qui sont prioritaires. Au niveau de la structure, toujours, alors que le code pénal, en principe, il est essentiellement fait pour protéger les droits et les libertés, notre code pénal marocain, il va essentiellement axer dans sa première partie, il va essentiellement axer sur la question de la protection de l'ordre social. Donc il y a plein de... au niveau de la langue elle-même, au niveau de la langue même,
du code pénal, moral et public. Au niveau de la langue même qui est utilisée dans le code pénal, on va se retrouver avec plein de terminologie qui n'est pas une terminologie juridique et du coup qui va prêter à différentes interprétations au niveau de la mise en œuvre de... Donc vraiment, c'est pour ça que pour le Printemps de la dignité, nous demandons à ce qu'il y ait une refonte du code pénal qui soit basée sur une philosophie protectrice des droits de la personne humaine, qui au niveau de sa structure prennent en considération les violences de genre comme des violences à caractère spécifique, qui, au niveau de sa langue, utilise une terminologie juridique et qui, au niveau de ces dispositions, remettent en question un certain nombre de dispositions, qu'il y ait des actes qu'elle n'incriminent pas qui soient incriminés, que des actes qui sont incriminés ne le soient pas. Il faut légiférer, bien sûr, il faut qualifier déjà, c'est très important, qualifier les actes, parce que si on ne les qualifie pas, on reste dans le flou. Ensuite, il y a 4 obligations qui sont faites aux États. D'abord, il faut prévenir, je crois que c'est le mot-clé, il faut prévenir. Mais ensuite, comment on prévient? Excusez-moi, je m'arrête là-dessus, parce que la prévention, vous savez, c'est très dur, c'est très facile et c'est très dur en même temps. C'est vrai, c'est tout le... Sur quoi on agit? Le système de socialisation. À qui on parle? Tout le système de socialisation. Mais les choses sont liées, on ne peut pas séparer. La prévention est liée au reste aux politiques publiques, à la législation, aux programmes scolaires, aux médias, etc. Donc c'est un tout. Donc je disais, il y a 4 obligations. La première est de prévenir. La deuxième est d'enquêter. Qu'il y ait un système d'enquête. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque vous regardez par exemple les crimes de torture, la charge de preuve n'incombe pas à la victime. Elle incombe à la police d'établir preuve. C'est la même chose pour le CNDH, dans notre mémorandum qu'on a envoyé à la suite du projet de loi sur les violences à l'égard des femmes qui avait fait beaucoup de bruit. On avait beaucoup discuté de cette question de la charge de preuve, en disant dans de nombreux cas, il ne faut pas demander à ce que ce soit la victime qui apporte la preuve. Donc la deuxième chose, c'est enquêter, poursuivre, sanctionner, punir et ensuite réparer. La prévention, c'est comme on l'a dit là, c'est à plusieurs niveaux, c'est à tous les niveaux et avec tous les acteurs. C'est bien évidemment dans même le texte de loi, la prévention doit être une dimension qui est prévue dans la législation. Donc l'ONU Femmes a développé un standard en matière de législation et parmi les aspects qui doivent figurer dans une loi qui pénalise, il doit y avoir une pénalisation, une prévention. La prévention se fait à tous les niveaux. Elle se fait à l'école, elle se fait à travers les médias, elle se fait avec les hommes et les femmes, elle se fait dans les associations, elle se fait dans le secteur privé. Des campagnes ont réussi, on essaie de mobiliser la société dans tous les groupes sociaux qui la constituent pour essayer d'éduquer et d'expliquer fondamentalement la question d'égalité entre les sexes et de supprimer, d'annuler cette question de domination masculine sur les femmes et de révision des rapports de pouvoir. C'est fondamental. La masculinité aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font. On commence à travailler à expliquer aux hommes qu'être un homme, c'est pas être violent. Qu'être un homme, c'est aussi de pleurer. Être un homme, c'est pas forcément d'être viril, etc. Et donc, c'est très complexe, c'est très profond. Vous vous rendez compte que ça va être dur à faire passer comme message dans une société comme la nôtre. Par rapport au mariage des mineurs au Maroc, nous savons que pour ce qui est du code de la famille, l'âge légal du mariage, c'est 18 ans. Sauf que dans les faits, il y a 2 voies de recours qui permettent des dérogations. La première, c'est quand on passe par l'article 20 qui donne au juge cette capacité de donner des dérogations dans des conditions spéciales. Et la deuxième, c'est quand on passe par l'article 16 et qui était une disposition, si on veut, transitoire,
dans le cadre de la mise en œuvre de la Constitution et qui permet de légaliser, si on veut, le mariage à travers ce qu'on appelle Toubout Zawjia. Donc ce sont les deux voies de... en fait, ce qui est alarmant, c'est que cette espèce d'exception est devenue quasiment une règle. Et depuis un certain temps, le taux, il est à la hausse. Que nous apprenons tous, dès notre jeune âge, par imitation et mimétisme. Donc, souvent, on a tendance à reproduire le schéma dans lequel l'enfant a évolué, dans lequel il a grandi. Quand il y a violence, ce qui se passe, l'enfant, donc, ou les enfants victimes, entre guillemets, parce que c'est les premières victimes de toute violence au sein de la famille, il y a plusieurs sortes de réactions. Vous avez l'enfant qui va se ranger du côté de la mère, donc il va devenir le protecteur. Il devient victime aussi, parce qu'il va subir, mais psychologiquement, les mêmes effets que... Ça diffère que ce soit un garçon ou une fille, bien sûr. Voilà, quand je dis l'enfant, oui, que ce soit garçon ou fille. Vous avez l'enfant qui va se ranger du côté du père. Il va se développer dans sa tête une image que sa mère mérite ce qui lui arrive, quelque part. C'est-à-dire, tout dépend donc de la relation entre l'enfant et le père. Vous avez l'enfant qui va être neutre, en quelque sorte. Il va être avec l'un et avec l'autre, parce que toutes ces situations vont engendrer des troubles plus tard. C'est pour ça que nous rencontrons des enfants qui ont des troubles du comportement, toutes sortes de troubles de comportement qui vont se répercuter sur leur épanouissement, sur leur développement, déjà surtout psycho-affectif, et ça va donc aller jusqu'à leur développement scolaire et tout le reste. Donc ce qui arrive, c'est que normalement, quand ils sont pris en charge, même si c'est des enfants, il faut qu'on leur fasse prendre conscience de ce qu'ils ont vécu et comment ils ont emmagasiné cette violence, comment ils ont emmagasiné cette situation, pour que, quand il y a une prise de conscience, ils savent quel est le comportement à adopter par la suite. S'il n'y a pas prise de conscience, on va avoir tendance à reproduire le même schéma. Comme quand je dis souvent aux parents, quand j'ai affaire aux parents, je leur dis, pour bien communiquer avec vos enfants, vous êtes normalement censé connaître votre propre passé psychologique, votre propre histoire psychologique. Souvent, les parents se retrouvent en train de reproduire les mêmes erreurs, peut-être les mêmes comportements qui leur a été en quelque sorte transmis par leurs propres parents, s'ils ne se remettent pas en question. Et c'est pour ça que ça donne une espèce de... Ce comportement violent, il se présente comme... On assiste à une spirale. Une espèce de spirale de la violence. Demain sera adopté aux Nations Unies disons un cadre d'intervention pour la prévention à l'égard des femmes, donc pour disons, permettre aux États, aux décideurs, à tous les acteurs qui s'engagent pour l'éradication des violences à l'égard des femmes, d'avoir, disons, une espèce de théorie de changement, des axes d'intervention qui peuvent véritablement transformer les sociétés, les comportements et aboutir à ce que nous puissions avoir une possibilité que les femmes vivent une vie et on le voit à travers le monde, voilà. Des monuments cette année, c'est la Bibliothèque nationale au Maroc. En orange, hein, voilà, avec, c'est pour ça qu'on portait tous cette écharpe. La perception du cancer, elle est importante aujourd'hui pour pouvoir le prévenir? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir tout le monde. C'est une étude, je vais directement répondre à la question, c'est une étude qui a été menée grâce à l'appui de la Fondation Leila Salma Prévention et Traitement des cancers et qui a montré qu'effectivement, par rapport en comparaison à l'étude qui a été menée en 2005-2006, que la perception de la maladie elle-même, elle a changé auprès de la population générale. La perception par rapport à la possibilité des traitements, elle a été changée aussi. La perception par rapport à la possibilité d'un dépistage, d'un diagnostic précoce et bien sûr d'un traitement plus efficace et qui donne de meilleurs résultats. Tout ça a fait que ça a traduit une communication, une sensibilisation qui était de taille et qui a donné ses fruits au bout de 10 années. L'impact de cancer, c'est un impact péjoratif, on le sait depuis longtemps.
actuellement avec le développement des traitements et la curabilité du cancer, parce qu'il faut dire que le cancer actuellement est curable. Et donc la perception a changé. Et l'étude de la Fondation l'a très bien montré, parce qu'avant 10 ans, il y avait une étude, et puis après, il faut comparer cette étude. Oui. Il y a une évolution de cette perception au niveau donc de patients marocains, et même au niveau du citoyen marocain. Je vous donne un exemple, rien que pour illustrer un peu cette perception. Avant, la maladie cancéreuse, c'est une équation d'une Égale la maladie mort. mort, C'était ça. incurable, Oui. mort de khaïb. Maintenant, il y a un changement au niveau donc de patients et au niveau de cette perception, c'est que c'est une maladie curable, c'est une maladie difficile qui reste toujours complexe, mais quand même il y a une curabilité, il y a donc une porte de sortie. Donc ça démontre qu'il y a quand même une évolution de cette perception, et cet impact il est en train de changer aussi. Bon, l'étude l'a très bien montré, puisque l'étude ne s'est pas limitée à avoir l'avis du grand public, mais elle a aussi interpeller le malade, donc le malade atteint de cancer, soit guéri, soit en cours de traitement, et les malades rapportent vraiment une évolution extraordinaire par rapport à 2006, la première étude, et la deuxième étude qui a été aussi menée en 2010. La perception a également changé auprès du professionnel de santé, que ce soit dans le secteur du public, que ce soit dans le secteur privé, où les gens donc appréhendent mieux maintenant le cancer. Comme l'a dit le professeur Lehani, les structures de traitement ont été vraiment multipliées par 10, puisqu'il y a eu un développement, que ce soit au niveau du secteur public, que ce soit au niveau du secteur privé, et cela démontre donc l'intérêt et l'évolution donc de la perception et des connaissances sur cette maladie. Le cancer, je tiens à attirer l'attention sur le fait que le cancer du sein et le cancer du col, à eux seuls, représentent 50% de tous les cancers de la femme. Et c'est des cancers dépistables. Donc si on arrive à les dépister et à les traiter correctement, le résultat il est meilleur et plus efficace. Alors, le tabac est à l'origine de 20 à 30% de tous les cancers, pas uniquement, le cancer du poumon. Donc le tabac est à l'origine dans plus de 90% des causes. Il y a le cancer de la vessie, qui est le 4e cancer chez l'homme au Maroc. Et dont plus de la moitié sont causés par le tabac. Et on dit que le tabac tue la moitié de ses fidèles consommateurs. Donc, entre autres, le cancer. Donc, je pense que la lutte contre le tabac pourrait vraiment représenter l'atout majeur de la lutte contre le cancer. Il n'y a pas de doute. Je voulais juste rajouter que par rapport à tous les facteurs de risque connus pour l'ensemble des cancers, quelle que soit la localisation, le tabac reste le principal facteur de risque qui est incriminé dans énormément de cancers. De manière transversale. Depuis la bouche, la lèvre, l'œsophage, la trachée, le poumon, la vessie, la peau, et je passe. Et donc si on arrive à maîtriser ce facteur de risque, qui est un facteur de risque comportemental, on arrive à réduire un grand nombre de cancers. À partir du moment où quelqu'un vient chez vous, un cancer est déclaré à un certain stade, il doit subir un ensemble de chimiothérapies, j'imagine, jusqu'à, imaginons qu'il vive avec. On va prendre le cas le plus optimiste. Une personne qui arrive à vivre avec ça, ça va coûter combien? Je vais vous donner un exemple d'un cancer du poumon, par exemple, qui est dépisté à un stade métastatique. Le stade métastatique du cancer du poumon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y a deux types de cancers. Il y a l'épidermoïde et l'adénocarcinome. Et dans l'adénocarcinome, c'est le plus fréquent actuellement. Et donc, on fait déjà des bilans au niveau de ce cancer. Parce que le cancer, ce qui a changé actuellement en 2015, c'est que le cancer n'est plus homogène. C'est-à-dire un cancer du poumon, il n'est pas homogène. Le cancer du poumon, c'est plusieurs cancers en même temps. Parce que le développement, la connaissance, comme je viens de dire, du mécanisme et les caractéristiques biomoléculaires changent. Et le cancer du poumon actuellement, on a plusieurs catégories de cancers. Et en fonction de chaque catégorie de cancer et de ses caractéristiques, on a un traitement qu'on va adopter, plus ou moins ciblé, ce qu'on appelle le traitement personnalisé actuellement. Je prends l'exemple, je reviens à l'exemple. Lorsqu'on a un adénocarcinome métastatique du cancer du poumon, il faut faire ces analyses. Ces analyses sont coûteuses. On les sous-traite. Actuellement, il y a des laboratoires au Maroc qui peuvent le faire. Ils sont coûteuses. Lorsqu'on a ces analyses, si par exemple il y a une mutation
une caractéristique positive, il y a un traitement qui correspond à cette caractéristique. Et je peux vous dire que toutes les caractéristiques, les médicaments qui ciblent cette caractéristique, ils coûtent entre 20 000 dirhams à 40 000 dirhams la cure. Vous avez des gens qui arrivent et qui sont conscients, qui prennent de leur propre chef la décision de venir consulter. Peut-être qu'ils n'ont rien, hein. On leur a dit, bon, bah, la Ilmoulillah, on va aller voir, et ça permet de sauver des vies. Absolument. La détection précoce, justement, c'est un programme qui est fait pour la population qui est potentiellement saine. C'est-à-dire que quand elle vient dans un centre de santé, on lui propose de faire un test de dépistage donc pour un cancer donné. D'accord ? Alors, en l'occurrence, le cancer du sein et le cancer du col, qui sont, à travers le monde entier, les cancers les plus dépistables qu'on peut dépister précocement, voire même avant l'apparition d'un cancer invasif pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est une intervention de santé publique qui est proposée à une population qui est considérée comme indemne. D'accord ? Et ce test permet donc de déceler des signes ou des anomalies qui permettent donc de conduire un diagnostic de cancer, que ce soit du sein, que ce soit du col de l'utérus. National de prévention contre le cancer, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Son Altesse Royale, la princesse Lalla Selma, a présenté la semaine dernière justement un bilan d'étape de son effet. Mais je vous ai posé une question juste avant la pause. Est-ce qu'on a parlé des différents types de cancers qui peuvent être pris tôt, qui peuvent être dépistés, comme le cancer du sein? Est-ce qu'il y a d'autres types de cancers qui... et donnez-nous la limite sur les... On va prendre le cancer du poumon, qui, vous nous l'avez dit, est le cancer qui tue le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est rattrapable lorsque c'est pris tôt? C'est sûr, hein, le cancer du poumon, lorsqu'il est pris tôt, il est rattrapable. Le problème, c'est que c'est un cancer qui, malheureusement, n'est pas pris très tôt. Il n'y a pas de signes. Il y a des signes, mais malheureusement, qu'on confond avec les autres signes de poumon. Hein. On sait que la grippe, il y a la grippe, il y a la pneumonie, il y a pas mal de signes. Le message que je peux donner, c'est qu'à partir de 40 ans, par exemple, chez un fumeur, dès qu'il y a une grippe qui ne se soigne pas, malgré un traitement qui a été très bien adopté et conduit, et il faut vraiment faire attention. Et comme... c'est-à-dire, il y a certains cancers qui sont dépistables, comme le cancer du sein et le cancer du col utérin, mais il y a certains cancers où, malheureusement, le dépistage n'a pas encore trouvé sa route. Le cancer du poumon, il y a pas mal d'essais qui ont été faits aux États-Unis et en Europe pour dire que faire un scanner, il y a des essais qui ont été faits par une radio pulmonaire, faire des radios pulmonaires chez tous les patients qui fument, et ça n'a pas vraiment démontré qu'il y a un effet. Il y a une grande étude actuellement aux États-Unis qui dit que faire un scanner low dose, c'est-à-dire un scanner avec peu d'irradiation, ça permet de dépister certains cancers à un stade précoce. Mais vraiment, c'est très coûteux. C'est pas vraiment comme le dépistage du cancer du sein et du cancer du col. En matière de détection précoce des cancers, il y a deux approches. Il y a une approche de dépistage et il y a une approche de diagnostic précoce. Alors, il y a des cancers qui sont dépistables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, pour le moment, il y a trois cancers. Pourtant, ils sont là. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, on peut avoir un cancer qui ne se déclare pas... Il y a trois cancers qu'on peut dépister. Il y a le cancer du sein, le cancer du col, et il y a le cancer colorectal. Les trois cancers qu'on peut dépister. Pourquoi on peut les dépister? Tout simplement parce qu'il y a des tests qui sont fiables, qu'on peut utiliser pour dépister des signes et des symptômes ou des marqueurs, donc pour être sur la voie d'un diagnostic très très précoce, voire même d'une lésion précancéreuse, donc et arriver à traiter le problème. Il y a des approches de diagnostic. Il y a des approches de diagnostic, par exemple pour les cancers de l'enfant. Les cancers de l'enfant, on peut donc les diagnostiquer vraiment très très précocement et les guérir définitivement. D'accord ? Pour d'autres cancers, moi je ne crois pas au dépistage du cancer du poumon parce que l'histoire naturelle de ce cancer est vraiment, elle a une courte durée, donc une phase infraclinique très courte. Donc quand le cancer apparaît, il apparaît vraiment à des phases. Donc c'est encore une fois enfoncer le clou sur la prévention. Moi, pour une personne de 40 ans, je lui conseillerais vraiment d'arrêter de fumer ou de ne pas fumer. Et de faire du jogging. Il y a aussi une chose en plus de ça, c'est le symptôme.
ça c'est un message aussi pour tous les cancers, quel que soit, parce que comme ça a été dit, il y a des cancers dépistables basés sur des études, il y a des cancers, mais n'importe quel signe qui ne disparaît pas, et surtout répétitif, avec un traitement anti-infectieux, anti-inflammatoire qui ne disparaît pas chez une personne plus ou moins âgée, qui a des facteurs de risque, là, il faut vraiment aller s'orienter pour essayer donc de faire un diagnostic précoce le plus vite possible. Alors le plan national de prévention et contrôle du cancer, mis en place, élaboré en partenariat entre le ministère de la Santé et la Fondation Laila Selma, est une stratégie d'action étalée sur 10 ans, allant de 2010 à 2019, et qui regroupe 78 mesures opérationnelles structurées en 4 grands axes: la prévention, la détection précoce, la prise en charge diagnostique et thérapeutique et les soins palliatifs. 5 ans après son lancement officiel, nous pouvons être, et selon les résultats à mi-parcours en 2015, nous pouvons dire qu'on est fiers des réalisations. De point de vue prise en charge, il y a eu un développement de l'infrastructure de façon très importante. Nous sommes passés de 2 centres de prise en charge à Rabat et à Casablanca à 13 centres d'oncologie, dont 9 centres régionaux d'oncologie qui font de la radiothérapie, de la chimiothérapie, 2 pôles d'excellence spécialisés pour l'oncogynécologie à Rabat et à Casablanca. Nous avons 2 autres centres qui ne font que les cancers de l'enfant à Rabat et à Casa. Et en parallèle, nous avons des projets qui sont en cours. Je citerai le centre régional d'oncologie de Bni Mellel, un autre centre d'oncologie qui aura lieu à Oujda, un autre centre qui va être lancé à l'Ayoun. Nous avons aussi des centres d'oncologie d'hémato-onco-pédiatrique au niveau du CHU de Marrakech et au niveau du CHU de Fès. Tout ça fait que l'offre de soins, elle a vraiment été multipliée par 10 pour la prise en charge thérapeutique. En parallèle, nous avons les petits centres qui ne font que le dépistage et le diagnostic du cancer du sein et du col. Nous sommes, comme ça a été dit tout à l'heure, à 25 centres opérationnels à l'échelle nationale et 15 autres en cours de construction. Et la norme, c'est d'arriver à avoir un centre de référence pour le dépistage au niveau de chaque province d'ici 2019. Alors justement, la Fondation Laila Selma élabore des conventions avec les régions pour la prise en charge de la maladie cancéreuse au niveau de la région. Et c'est des programmes donc, de financement pour la création de centres d'oncologie. Par exemple, si je prends l'exemple de Bni Mellel, c'est tout le schéma de l'offre de soins en oncologie pour toute la région de Bni Mellel Khnefra. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'au niveau de la province de Bni Mellel, il va y avoir la construction d'un centre d'oncologie et d'un centre de diagnostic avec une IRM, un scanner et un service de médecine nucléaire pour le diagnostic du cancer. Il y aura la construction d'une maison de vie. Donc une maison de vie, c'est pour abriter les personnes qui sont atteintes de cancer et qui n'habitent pas, qui sont dans la région, soit à la province de Khribga, soit à la province de Khnefra, soit à la province de Frebn Saleh, Azilal, etc. C'est quelque chose donc qui leur permet de suivre adéquatement leur traitement pendant toute la durée du traitement. Ils sont hébergés donc dans ces maisons de vie. Et puis il y aura aussi l'acquisition d'une unité mobile de mammographie pour faire les dépistages dans les zones les plus enclavées donc de la région. À côté de cela, il y aura la construction de centres de référence pour la santé de la reproduction, pour le diagnostic des cancers du sein et du col, donc dans chacune des provinces de la région. Donc il y en aura un à Khribga, un à Bni Mellel, à Zilal, Frebn Saleh et un à Khnefra, donc pour que vraiment tout le schéma de l'offre de soins en oncologie soit complet au niveau de la région. On l'a bien compris. Prévention, détection, finalement, ce sont les clés. Et dépistage, bien sûr, précoce. C'est ce qu'on peut vous conseiller à vous qui nous regardez, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de cellules qui ont été démantelées, commissaire? Parce que c'est vrai que là, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. On vient d'avoir ce communiqué encore une fois. C'est pas le premier depuis quelques jours. On en est où?
Comme vous le savez, le Royaume du Maroc, dès son engagement dans la coalition antiterroriste engagée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, il est devenu une cible toute désignée par l'international terroriste, comme en témoigne le précédent des attentats du 16 mai 2003. Et justement, le Maroc est devenu conscient du fait que nul n'est à l'abri de ce fléau destructeur. Et justement, face au développement du terrorisme international, le Royaume du Maroc, à l'instar des pays démocratiques, a répliqué par l'adoption d'une approche sécuritaire multidimensionnelle, globale, intégrée, qui concilie bien sûr entre le respect des droits de l'homme et l'impératif de garantir la sécurité des citoyens. Et justement, la caractéristique de cette approche sécuritaire, c'est l'anticipation. Donc justement, cette action d'anticipation a permis justement de la neutralisation de plus de 140 structures terroristes, dont 25 terroristes démontés depuis 2013, qui sont liés à la zone syro-irakienne. Donc, et justement, le suivi de la situation à la zone syro-irakienne a permis de dégager une nette progression du flux des combattants nationaux vers la zone depuis 2013. Mais ce flux allait se ralentir depuis le mois de janvier 2014 pour n'atteindre en octobre 2015 que 12 départs vers la Syrie, donc ce qui s'explique particulièrement par une offensive sécuritaire en direction des agents recruteurs et les rabatteurs locaux. C'est un bon signe aussi, donc ça veut dire que la vigilance de nos services de sécurité, et ça veut dire aussi donc que la bonne connaissance maintenant donc des différents réseaux et aussi donc des mécanismes qui sont en place, ça veut dire aussi que l'outil du renseignement est efficace et la politique préventive dans sa globalité donc tourne bien. Maintenant, quand on parle effectivement donc de ces cellules, il faut aussi donc voir, même si ça a été réduit, que l'activité des recruteurs et des rabatteurs donc continue. Ce n'est pas seulement donc en liaison avec l'espace national, mais dans une interaction avec d'autres espaces, y compris l'espace euro-méditerranéen et l'espace européen. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons dans tous les chiffres que nous avons, que ce soit donc des nationaux ou des étrangers qui sont présents dans les deux théâtres syriens et irakiens, on compte quelque chose comme 38 000 combattants terroristes étrangers. Dans ces calculs, donc nous comptons quelques 1500 depuis le début, 1500 combattants marocains, contre 1700 pour la France et 5200 pour la Tunisie, 2800 pour donc l'Arabie Saoudite. Je crois surtout que ça peut diminuer. Donc, d'ailleurs, comme vient de le dire mon collègue, ça peut diminuer, oui, mais est-ce qu'on va en terminer? Je ne crois pas. Parce que même ces gens-là, ils sont toujours en train de créer d'autres méthodes. Donc, plus vous trouvez de méthodes pour combattre, plus ils vont encore trouver d'autres méthodes. Le deuxième point, c'est les moyens qu'ils utilisent. Donc, les moyens sociaux, les moyens médiatiques qu'ils utilisent et qui donc peuvent atteindre d'autres générations. Donc, plus vous terminez avec une génération, plus une autre génération naît. Donc d'ailleurs maintenant on parle de troisième génération de terroristes par rapport à ceux qui étaient à Al-Qaïda, donc à ceux qui étaient en Afghanistan. On est à la troisième génération. Ça veut dire que quel que soit ce que nous faisons, il y a une reproduction. Et ceci appelle donc à une vigilance permanente, à une vigilance qui doit continuer. Nous parlions du Maroc comme ayant ce leadership donc, dans la lutte contre le terrorisme, mais le Maroc doit continuer. Donc c'est un challenge, il doit maintenir cet effort, maintenir cette vigilance, conserver cette place et toujours trouver mieux à faire, parce que ces gens-là, ils sont à l'affût, et à chaque fois qu'on les démantèle, ils vont... certes, le renseignement donc reste l'outil, mais le processus de renseignement est un processus qui est d'abord donc lent, qui comporte donc plusieurs compartiments avec plusieurs intervenants. Il est clair que face à ce nouveau phénomène, les Européens n'ont pas suffisamment d'outils, parce que donc la question, quand il s'agit donc d'information, quand il s'agit de renseignement, il ne suffit pas d'avoir donc des données, il ne suffit pas donc d'avoir des éléments. Il y a bien sûr, des étapes qui sont importantes. C'est l'étape du traitement
et l'étape de l'analyse. Et là, donc, la dimension justement donc, du savoir et de la maîtrise donc, de l'environnement culturel et autres, historique. Et donc, ça manque un peu pour ces services, et c'est ce qui peut-être donc facilite ce type d'action. Maintenant, il faut le dire, le risque zéro n'existe pas. Il n'existe nulle part. Sauf que donc bon, c'est la vigilance et c'est là où moi je pense que il est clair que dans la situation dans laquelle nous sommes, la sécurité n'est pas l'affaire seulement donc des services de sécurité et de l'État. Le citoyen aujourd'hui donc est au cœur de l'effort de la sécurité. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut vivre avec. Si on revient un peu dans le temps, donc en 2006, avec le démantèlement de la structure terroriste liée à Al-Qaïda et à l'ex-GSPC, donc de son promoteur, le Tunisien Mehdi Mohamed Sahel. Donc ça a permis d'avorter plusieurs projets donc, contre la France et l'Italie, dont l'ex-siège de la DST française, et aussi le métro de Milan et la basilique Saint-Petronio en Bologne aussi, donc ça remonte à longtemps. Et même aussi, si on revient un peu dans le temps, donc c'est les services sécuritaires marocains qui ont communiqué à leur homologue, aux partenaires américains, les renseignements sur l'emplacement du camp Khaldan en Afghanistan aussi. Donc, et même le démembrement des cellules acquises au GIEC, c'est-à-dire le groupe islamique combattant marocain. Donc, ce démembrement a permis aux autorités espagnoles, belges et françaises aussi de démonter les structures acquises les Hollandais aussi. Donc, ce n'est pas nouveau. Sur Schengen, c'est-à-dire même l'espace Schengen, il a des frontières extérieures qui normalement sont censées sécuriser cet espace Schengen. Schengen veut dire qu'on a déplacé les frontières intérieures dans des frontières extérieures. Donc, c'est beaucoup plus, je crois, une non-coordination ou mauvaise coordination entre les pays eux-mêmes qui sont à l'intérieur. Ces pays ne perçoivent pas la menace de la même manière. Peut-être que, par exemple, on va se dire en Belgique ou en Allemagne, écoutez, ce ne sont que des gens qui ont des idées. Les Français vont se dire non, c'est des gens qui vont agir. Les Allemands ont une autre conception. Et je crois que même sur ce niveau de la sécurité, d'ailleurs les Européens le disent, il n'y a pas d'Europe de la sécurité. Donc il y a une Europe politique, une Europe économique peut-être, économique, politique peut-être, mais pas d'Europe de... Et si vous pointez, je reviens sur un atout des services marocains, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les services marocains... Parce que d'abord, le Maroc est historiquement une terre d'islam. Et donc, le Maroc est le pays qui comprend le phénomène. Il a tous les instruments pour comprendre le phénomène, pour étudier le phénomène. Et la coopération, que ce soit donc bilatérale ou dans d'autres cadres que le Maroc a avec l'ensemble des pays, on sait qu'aujourd'hui on est, par exemple, avec l'Espagne et même avec la France, donc dans un échange et dans la présence aussi donc d'officiers de liaison, etc., donc qui est très importante donc sur le sol et sur le territoire donc national des deux parties. Il est clair que c'est là où nous sommes en train aujourd'hui d'assister à une évolution positive. On le sait, le renseignement est un outil de souveraineté. Et c'est pour ça, justement, on assiste à une vraie révolution, c'est-à-dire d'accueillir quand même des agents sur place. Absolument, est un outil de souveraineté. Mais la nature de la menace, la nature de l'ennemi, qui fait que donc c'est un ennemi, c'est une menace qui est globale, et un ennemi qui est global. Donc l'activité ou la réaction ou la réponse doit être globale. C'est pourquoi moi, je pense qu'il y a certes la connaissance et le savoir culturel, mais il ne faut pas donc occulter que nos services de sécurité ont tiré les bonnes leçons des attentats du 16 mai. Le quartier Molenbeek, c'est un vivier de grande criminalité. Donc, mais c'était connu depuis longtemps. Oui. C'est pas nouveau, ça non plus. Exactement, on foisonne toutes les formes de criminalité. Et la VG qui est apparue de manière récurrente, on dirait comme un havre de trafic d'armes. Donc, et dont les répercussions ne cessent de prendre de l'ampleur, hein, jugé par les armes saisies dans le cadre des destructeurs terroristes, de Al-Qadr Blaïj aussi, de Harakat al-Moujahidine du Maghreb, avec la complicité du belgo-marocain aussi, Al-Arras, en détention au Maroc. Donc ça a été toujours comme ça. Donc, justement, c'est ça.
Donc, ce qui n'est pas le cas sinon. Donc, justement, quand on parle du port d'armes, donc. Alors justement, oui, ça c'est une vraie question. Les armes qui viennent des Balkans et qui arrivent en Europe sont là aussi un véritable problème. Oui, les armes, il a parlé de Molenbeek, vous avez dit que c'était connu, qu'on le connaissait et tout ça, mais c'est donc entre Français et Belges que ça n'a pas, que ça n'a pas fonctionné, que ça n'a pas marché. Puis on voit la France attaquée par des gens qui viennent d'un quartier à Bruxelles. D'ailleurs, ça rappelle un peu la situation au Maroc avec le quartier principal à Smithia, qui est un peu le Molenbeek de Smithia. Mais il y a cette coopération maroco-espagnole qui a un peu mis, et je crois que je parle d'ailleurs sous contrôle de mon ami, certaines cellules ont été démantelées en collaboration entre la police espagnole et le Maroc. Et on a évité des carnages. Aujourd'hui, les Marocains se posent beaucoup de questions et se demandent si on doit avoir peur ou pas. Et de toute façon, c'est légitime à travers le monde de se poser cette question-là. Commissaire, on voit bien le démantèlement des réseaux qui se font, que les services, vos services, vous travaillez à plein régime. J'imagine que vous ne devez pas dormir beaucoup en ce moment. C'est notre mission, c'est oui, notre devoir. Je sais justement, et on vous en remercie, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux Marocains aujourd'hui? On peut leur dire que la menace, bon, le risque zéro n'est pas là, donc la menace nous guette toujours. Donc, mais on peut toujours les rassurer en leur disant que la vigilance est accrue par les services de sécurité, donc 24 sur 24, pour circonscrire la menace aussi bien à l'intérieur du pays et aussi communiquer les informations à nos partenaires stratégiques à l'étranger. Donc, et on est là pour circonscrire la menace. La vigilance, que les citoyens donc de la vigilance, et que donc on appuie l'effort de nos services de sécurité avec les réflections que vous faites par des productions qui sont en cours de publication, et qui sont en cours de publication et qu'on vous ramènera, et pour dire que bon, le Maroc, si aujourd'hui donc il est cité, c'est que donc bon, c'est un pays qui a donc une bonne histoire et une bonne maîtrise donc de cette menace. Alors, Paul, dernier mot, c'est vraiment dernier. S'il y a une chose vraiment à dire, c'est que peut-être que dans l'avenir, on va être obligé d'intégrer la menace, de l'intégrer dans le quotidien, donc de savoir que le terrorisme, ça fait partie des dangers qu'il y a comme tous les dangers, et donc que citoyens, entrepreneurs, restaurateurs, hôteliers, tout le monde doit prendre ça en considération, sans stress, sans panique, mais il faut quand même intégrer la menace pour venir en aide justement aux services de sécurité.